La guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine a peut-être commencé en 2022, mais le conflit entre les deux pays remonte en réalité bien plus loin, précisément à 2014. C'est à ce moment-là que les forces russes d'Amikorbov ont procédé à l'annexion illégale de la Crimée, volant toute une région à leurs voisins en un peu moins de 4 semaines. Depuis lors, les responsables de Kiev, les commandants militaires et l'ensemble du peuple ukrainien espèrent désespérément voir un jour la reconquête complète et la dérussification totale de la Crimée. Enfin, leur attente pourrait toucher à sa fin, et il y a peu de choses que le président russe Vladimir Poutine puisse faire pour l'empêcher. Ce n'est sûrement pas ce que Vladimir Poutine imaginait en revendiquant la Crimée pour la Russie il y a plus de 10 ans. Contrairement à sa soi-disant opération militaire spéciale de 2022, qui s'est transformée en une affaire longue, interminable et remarquablement coûteuse, l'annexion de la Crimée s'est en réalité déroulée assez facilement pour Vladimir Poutine. Il a profité d'une brève période de chaos politique à Kiev pour s'emparer de la région, déployant du personnel d'élite en uniforme non identifié, afin de semer la confusion et de retarder toute forme de réponse militaire ukrainienne. En tirant parti des installations militaires préexistantes de la Russie dans des endroits comme Sébastopol, la Russie de Vladimir Poutine a rapidement pris le contrôle du Parlement de Crimée, des infrastructures et des centres de communication. C'était une opération soigneusement planifiée et presque irréprochable. Et cela a permis à la Russie de prendre le contrôle d'une position hautement stratégique, une position que Vladimir Poutine lui-même a décrit comme un porte-avions insubmersible. Ce n'est qu'à travers la Crimée, après tout, et sa ville portuaire de Sébastopol, que la Russie peut contrôler la mer Noire et projeter sa puissance à la fois en Méditerranée et même jusqu'au Moyen-Orient. Celui qui possède la Crimée bénéficie également d'une influence sur les différentes routes commerciales à travers la mer Noire, et il est important de noter que les eaux environnantes sont riches en ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz. En bref, c'est un territoire extrêmement précieux à contrôler. Et la Russie a pleinement tiré parti de ce contrôle lors de la préparation de l'invasion à grande échelle en 2022. Elle a envoyé troupes, munitions et matériel militaire dans la péninsule, ensuite utilisés pour bombarder le sud de l'Ukraine. Depuis lors, au fil du conflit, la Russie a continué de s'appuyer sur la Crimée comme base de lancement militaire. Elle a lancé de nombreux missiles et drones sur les villes, les localités et les positions de la ligne de front ukrainienne depuis la péninsule, tout en utilisant le pont de Crimée, reliant la Crimée au continent russe par le détroit de Kertch, comme principale ligne d'approvisionnement. Mais la Russie n'a jamais pu s'installer complètement en Crimée, ni exercer un contrôle total sur la région, car l'Ukraine ne l'a pas permis. Dès le début de l'invasion, les commandants ukrainiens ont affirmé que la libération de la péninsule était un de leurs objectifs à long terme. Les forces armées ukrainiennes ont rapidement confirmé cette déclaration par des actions concrètes. Quelques mois après le début de la guerre, les attaques ont débuté. Des opérateurs de drones ukrainiens visaient la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, et le pont de Crimée subissait des explosions. Le message était clair. Même en combattant la Russie sur des centaines de kilomètres de lignes de front dans des régions comme Donetsk, Louhansk et Kherson, l'Ukraine était déterminée à rendre la Crimée aussi dangereuse que possible pour les forces ennemies qui l'occupent. Et au fil des mois et des années, les attaques ont continué. Des navires de guerre coulés à la base navale de Sébastopol, des missiles Storm Shadow détruisant les fortifications russes, des avions incendiés par des drones kamikazes et des systèmes de défense aérienne détruits un à un. Le pont de Crimée a également continué de souffrir, étant frappé une seconde fois en juillet 2023, puis de nouveau en juin 2025. Certaines des attaques de l'Ukraine contre la Crimée étaient relativement mineures. D'autres ont été véritablement dévastatrices, comme l'opération emblématique Crab Trap, qui a vu une salve de missiles Storm Shadow lancée directement sur le bâtiment du quartier général de la flotte russe de la mer Noire, à Sébastopol, en septembre 2023, tuant selon les rapports plus de 30 officiers et blessant plus de 100 autres militaires. Ces attaques ont forcé les forces russes à rester constamment sur le qui-vive en Crimée, craignant l'arrivée de nouveaux drones ou missiles à tout instant. Mais l'Ukraine a rarement été réellement capable d'aller jusqu'au bout en Crimée, de déployer des troupes sur le terrain là-bas, ou de reprendre effectivement une partie de ses terres perdues. Elle avait toujours d'autres priorités, d'autres territoires disputés à gérer, d'autres villes à défendre, d'autres assauts russes à craindre. Et elle ne pouvait pas se permettre de consacrer trop de temps, de ressources ou d'effectifs à la Crimée, car cela aurait créé des faiblesses sur le front et permis à la Russie de percer et capturer des territoires précieux. Alors, l'Ukraine a patiemment attendu son heure,
Elle a continué à planifier et à mener des attaques réussies contre la Crimée. Elle a détruit des actifs importants, comme des systèmes de défense aérienne, des radars, des avions et des stocks de munitions. Mais parfois, plusieurs semaines ou mois s'écoulaient entre chaque attaque, car les forces ukrainiennes devaient donner la priorité à d'autres zones. En conséquence, ces incidents pouvaient sembler être des frappes isolées ou même aléatoires, mais ce n'était pas le cas. Ils faisaient tous partie d'une stratégie plus large et contribuaient tous à l'objectif final, la dérussification de la péninsule de Crimée. Chaque attaque affaiblissait les Russes. Chaque frappe diminuait leur influence sur la région et rendait leur défense plus difficile, de sorte que, lorsque le moment viendrait pour l'Ukraine d'exploiter enfin son avantage, l'ennemi n'aurait aucun moyen de l'arrêter. Et il semble que ce moment approche, car 2026 a vu un changement majeur de dynamique. Désormais, l'Ukraine est sans doute dans sa position la plus forte jamais atteinte. Son industrie de défense nationale ne cesse de se renforcer, avec littéralement des centaines de nouvelles entreprises de défense à travers le pays qui travaillent d'arrache-pied sur de nouvelles innovations passionnantes, allant des drones et missiles aux technologies de défense aérienne et bien plus encore. Sur le terrain, les forces de Kiev ont également connu de grands succès, non seulement en parvenant à repousser l'assaut incessant de la Russie et à les empêcher de gagner du terrain, mais aussi en réussissant à reprendre des portions relativement importantes de terres perdues. En effet, février 2026 a été un mois décisif pour l'armée ukrainienne, car c'était la première fois depuis 2023 que les forces du pays parvenaient réellement à reprendre plus de territoire qu'elles n'en avaient perdu. En plus de cela, l'Ukraine devrait bientôt bénéficier d'un prêt décisif de 90 milliards d'euros, soit 105 milliards de dollars de la part de l'Union européenne. Ce prêt avait été bloqué par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Mais avec la fin imminente du règne de Viktor Orban, après une défaite écrasante lors des élections parlementaires du 12 avril, l'Ukraine devrait recevoir cet énorme afflux de fonds. Elle doit renforcer ses forces, dynamiser son industrie de défense et acquérir les munitions et les fournitures nécessaires pour maintenir la pression sur ses ennemis. La Russie n'a jamais semblé aussi faible. Avec la défaite politique de Viktor Orban, Vladimir Poutine a perdu l'un de ses rares alliés dans l'OTAN et l'Union européenne. Cela affaiblit fortement son influence politique. Les forces russes avancent aussi à leur rythme le plus lent depuis des années. Sur certains secteurs du front, elles sont à l'arrêt ou repoussées par les défenseurs ukrainiens. Dans d'autres, elles avancent, mais si lentement que cela ne change presque rien. L'armée du Kremlin continue également de perdre à un rythme alarmant, aussi bien des soldats que du matériel. Des dizaines de milliers de soldats sont tués ou gravement blessés chaque mois. Des milliers désertent ou se rendent, et même ceux qui suivent les ordres de leurs supérieurs survivent rarement, plus de quelques semaines en première ligne, avant d'être remplacés par de nouvelles recrues. Et en parlant de nouvelles recrues, il est maintenant bien documenté que la Russie a de plus en plus de mal à en trouver suffisamment. Ses statistiques de recrutement sont en forte baisse, tandis que son taux de perte augmente. Et tout au long du premier trimestre de 2026, elle n'a pas réussi à recruter suffisamment de nouveaux soldats pour remplacer ceux qui avaient été tués ou blessés. Son armée rétrécit et s'affaiblit, tout comme ses chances dans cette guerre. Les discours sur une victoire russe inévitable s'estompent, tandis qu'experts et analystes mondiaux, y compris des blogueurs militaires russes radicaux, constatent le changement de situation. C'est l'Ukraine, et non la Russie, qui est en position de force. Et le lieutenant-général Ben Hodges, qui a servi dans l'armée de terre américaine pendant près de 40 ans, et qui a atteint le grade de commandant général de l'armée de terre américaine en Europe, estime que c'est le moment pour les forces de Kiev de passer à la vitesse supérieure en Crimée. Avant d'analyser ces propos et leur signification, abonnez-vous à The Military Show si ce type d'analyse vous intéresse. Nous décryptons l'actualité chaque semaine. Récemment, le lieutenant-général Ben Hodges a participé au podcast Times Radio, Frontline, The War in Ukraine and Global Security, où des experts analysent la guerre russo-ukrainienne et partagent leurs prévisions sur l'avenir du conflit. Lors de l'émission, Ben Hodges a affirmé que, malgré les combats et la tension ailleurs, la Crimée reste sans doute la clé de la guerre. Je crois toujours, comme depuis le début, que la Crimée est le terrain décisif de la guerre. Il explique que la péninsule a à la fois une valeur symbolique et stratégique pour les deux camps. Poutine, par exemple, a toujours soutenu que la région devrait légitimement appartenir à la Russie, et il est même allé jusqu'à la qualifier de lieu sacré et de partie inséparable de la Russie. Le dirigeant russe est également bien conscient de la valeur stratégique de la péninsule, comme le souligne Hodges. La capacité de projeter sa puissance à travers la mer Noire vient vraiment de la Crimée.
Il poursuit en notant que si l'Ukraine parvenait à reprendre la Crimée et à reprendre le contrôle de ses ports et de ses aérodromes, cela pourrait complètement changer la donne de cette guerre. Hodges souligne que des personnalités comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le commandant en chef du pays, Oleksandr Syrsky, seront bien conscients de la valeur de la région et auront sans aucun doute la Crimée en tête de leur liste d'objectifs. Il estime qu'une attaque terrestre directe dans la région ne devrait pas encore avoir lieu, et n'est pas vraiment nécessaire pour l'instant, mais prévoit des attaques plus soutenues contre les aérodromes, défense aérienne et autres cibles. Il pense également que les jours du pont de Crimée sont comptés, affirmant sans détour que ce grand pont finira par s'effondrer. Ce serait un moment monumental pour l'Ukraine. Même si la Russie a effectivement établi un pont terrestre vers la Crimée en occupant une grande partie des territoires du sud de l'Ukraine, elle dépend toujours fortement du pont de Crimée lui-même, et du détroit de Kertch en général, pour transporter en sécurité des fournitures vitales comme carburant, armes et munitions aux forces sur la péninsule et dans le sud. Si ce pont venait à tomber, cela changerait complètement la donne. Tout à coup, toutes les troupes russes restantes en Crimée seraient coupées de leurs compatriotes. Ils perdraient le confort de cette route d'évacuation sûre vers le continent, ainsi que l'accès à un flux régulier de fournitures venant du kraï de Krasnodar. Ce serait aussi une grande humiliation pour le Kremlin de voir disparaître un pont qui a coûté près de 4 milliards de dollars à la Russie. Et l'Ukraine a déjà prouvé qu'elle pouvait cibler le pont avec succès. Et elle l'a fait à 3 reprises, utilisant un mélange de drones et d'explosifs sous-marins pour endommager la structure et forcer sa fermeture temporaire pendant les réparations. L'Ukraine était même plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était les années précédentes. Avec des drones et des missiles plus puissants, elle pourrait potentiellement faire s'effondrer des sections entières du pont dans les eaux en contrebas. Il n'est pas impossible qu'une 4e attaque contre le pont de Crimée soit déjà en phase de préparation. En attendant, l'Ukraine hausse déjà les enchères avec ses dernières attaques sur la péninsule, détruisant encore davantage d'actifs importants dans cette région. Dans la nuit du 5 avril, par exemple, le renseignement de la défense ukrainienne a confirmé que des unités spéciales du département des opérations actives ont utilisé des drones pour neutraliser le ferry ferroviaire russe, Slavianin. C'était le dernier ferry ferroviaire en service à travers le détroit de Kertch. Ces ferries transportaient notamment du matériel militaire et des munitions par voie maritime aux forces russes en Crimée. Mais maintenant que tous ces navires ont été détruits, endommagés ou autrement mis hors service, la Russie aura inévitablement plus de difficultés à acheminer des ressources d'un point A à un point B. Elle devra très probablement utiliser le pont de Crimée plus régulièrement, ce qui en ferait une cible encore plus importante pour l'Ukraine à frapper. Sinon, les commandants du Kremlin pourraient acheminer les approvisionnements via le Donbass occupé et la Crimée en passant par Kherson. Cependant, le problème est que ces itinéraires sont bien plus proches des combats de première ligne, et donc plus exposés aux frappes de drones ukrainiens, missiles ou attaques d'artillerie. Avec les drones de Kiev constamment dans les airs, scrutant les environs à la recherche du moindre signe d'activité russe, il ne leur faudrait sans doute pas longtemps pour repérer tout convoi se dirigeant vers la péninsule. Dès lors, ce ne serait plus qu'une question de temps, avant l'envoi de drones d'attaque ou de missiles pour les éliminer. Et l'Ukraine concentre déjà ses efforts pour perturber ses lignes d'approvisionnement terrestres. Au cours d'une campagne d'1 semaine en avril, elle a mené plusieurs frappes réussies le long d'un corridor terrestre crucial reliant la Russie et la Crimée. 3 arsenaux russes et 3 dépôts d'approvisionnement ont été touchés, les forces ukrainiennes ayant aussi attaqué 2 centres logistiques aidant à coordonner l'acheminement des approvisionnements le long du corridor. Le 20 avril, des rapports signalent aussi des frappes ukrainiennes sur 2 grands navires de débarquement russes dans la baie de Sébastopol. Les 2 navires ont ensuite été identifiés comme étant le Yamal du projet 775 et le Nikolai Filchenkov du projet 117. Le Yamal était capable de transporter jusqu'à 500 tonnes de cargaison, y compris des véhicules blindés et des troupes, et sa valeur dépasse 80 millions de dollars. Le Nikolai Filchenkov, quant à lui, est encore plus grand, avec une capacité maximale d'environ 1000 tonnes, ce qui lui permet de transporter une force de débarquement assez importante par voie maritime. Bien qu'étant le plus grand des 2, il est aussi plus ancien et moins cher, mais reste estimé à environ 70 millions de dollars. Ces attaques, ajoutées à la frappe sur le dernier ferry du détroit de Kertch, montrent clairement que l'Ukraine coupe les lignes d'approvisionnement russes vers la Crimée. Progressivement, elle isole la région, compliquant l'accès des troupes du Kremlin au carburant et aux munitions nécessaires à leur défense. En détruisant des navires de débarquement, l'Ukraine empêche aussi la Russie de renforcer sa présence militaire sur la péninsule. C'est très important, car par le passé,
Même si l'Ukraine parvenait à éliminer un système de défense aérienne russe ou un autre équipement en Crimée, l'ennemi pouvait toujours simplement remplacer ce qu'il avait perdu. Si les drones de Kiev détruisaient un stock de munitions, les forces russes pouvaient acheminer des munitions d'autres régions via le détroit ou le pont de Crimée. Avec les lignes d'approvisionnement coupées et sous pression, cela ne sera plus possible. En prenant du recul, cela pourrait marquer le début de quelque chose de bien plus grand. Si l'Ukraine parvient à isoler la Crimée, alors toutes les forces russes restantes sur la péninsule deviendraient essentiellement des cibles faciles. Avec des drones et missiles ukrainiens de plus en plus performants et précis, les forces de défense auraient peu de mal à éliminer les troupes restantes. En conséquence, le contrôle du Kremlin sur la région diminuerait rapidement. Si l'Ukraine réussit à ouvrir un passage par Kherson, elle pourrait profiter de la faiblesse ennemie et reprendre la zone avec ses soldats. Cela peut sembler encore loin, mais tous les éléments sont déjà en place. Et l'armée ukrainienne prend toutes les bonnes décisions pour enfin concrétiser sa vision de dérussification. Et avec le Kremlin confronté à une augmentation du nombre de victimes, à des pertes d'équipements dévastatrices, à des assauts sur la ligne de front qui stagnent et à des campagnes de recrutement inefficaces, il n'a plus les moyens de fortifier la Crimée aussi solidement qu'auparavant. Donc, si l'Ukraine parvient ne serait-ce qu'à exercer un contrôle partiel sur la région, tout changerait. La flotte russe de la mer Noire, déjà forcée de se cacher à cause des drones ukrainiens, deviendrait insignifiante, ne pouvant plus utiliser Sébastopol comme base principale en sécurité. Le Kremlin perdrait aussi sa capacité de projeter sa puissance et son influence en mer Noire et au-delà. Ensuite, à long terme, si l'Ukraine parvient finalement à réaliser son rêve de longue date de rejoindre l'Union européenne ou l'alliance de l'OTAN, la sphère d'influence de la Russie diminuera encore davantage. Ce serait un retournement étonnant par rapport à 2014. Après la prise de contrôle rapide et efficace, Vladimir Poutine pensait avoir assuré la Crimée à la Russie pour des générations. Maintenant, il découvre à quel point il s'est trompé. Découvrez comment l'Ukraine renverse le cours de la bataille dans cette vidéo, montrant comment les forces de Kiev ont récemment libéré de vastes territoires occupés. Ou regardez cette vidéo pour une analyse approfondie de la façon dont la puissante armée russe d'autrefois a été mise à genoux. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner également à The Military Show pour plus d'analyses, d'informations et d'actualités de dernière minute sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur d'autres conflits importants à travers le monde.